À ne pas manquer, dans cette vidéo, Tebboune à l'international Italie, Chine que prépare l'Algérie. Le Sahara en Europe, quelle stratégie pour l'Algérie? Avions russes et USA, quels enjeux pour le pays? Restez jusqu'au bout pour comprendre tout ce qui bouge en Algérie aujourd'hui. Le premier sujet, activité diplomatique de l'Algérie, les échanges de Tebboune avec l'Italie et la Chine. Entre appels, messages symboliques et réceptions officielles, le président algérien multiplie les séquences diplomatiques. Derrière l'affichage d'un activisme soutenu avec l'Italie, la Chine et le Portugal, subsistent des interrogations sur la portée concrète et l'équilibre stratégique de ces initiatives. Au lendemain de l'inauguration de la ligne ferroviaire minière du Sud, le président Abdelmadjid Tebboune a enchaîné, hier, les séquences diplomatiques, donnant à voir un exécutif mobilisé sur plusieurs fronts à la fois. Cet activisme s'inscrit dans la continuité du discours officiel sur le retour de l'Algérie au centre des dynamiques régionales et internationales, mais sa traduction économique et politique demeure contrastée selon les partenaires. La relation avec l'Italie a été remise en avant à travers un entretien téléphonique avec la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni. Le communiqué de la présidence algérienne annonce une prochaine visite de la dirigeante italienne à Alger après le mois de Ramadan, assortie de la proposition de création d'une chambre de commerce algéro-italienne. Si la coopération bilatérale est régulièrement qualifiée d'exceptionnelle, elle repose essentiellement sur des projets structurants dominés par les intérêts énergétiques européens, notamment le corridor South-H2 pour l'hydrogène vert et les investissements massifs d'Eni dans les hydrocarbures. La diversification économique algérienne, souvent mise en avant, reste ainsi largement dépendante de partenariats asymétriques, dans lesquels l'Italie apparaît davantage comme bénéficiaire stratégique que comme partenaire strictement équilibré. Les discussions ont également porté sur les enjeux euro-africains et migratoires, dans le sillage du plan Mattei porté par Rome. Là encore, le discours du gagnant-gagnant se heurte à une réalité plus complexe, la lutte contre l'immigration irrégulière renvoyant prioritairement aux préoccupations européennes de contrôle des flux. La deuxième séquence diplomatique a pris la forme d'un échange épistolaire avec le président chinois Xi Jinping, à la suite du lancement du satellite Alsat 3. Le ton chaleureux des messages confirme la solidité d'un partenariat algéro-chinois régulièrement qualifié de stratégique. Pékin s'impose comme un acteur central dans les infrastructures, les technologies avancées et désormais le spatial, au risque de renforcer une dépendance technologique et industrielle dont les bénéfices en matière de transfert de compétences restent difficiles à mesurer. Au total, cette séquence illustre une présidence omniprésente sur la scène internationale, mais aussi une diplomatie encore largement centrée sur l'affichage et les annonces. La question centrale demeure celle de l'impact tangible de ces initiatives sur la transformation économique du pays et sur la consolidation d'une souveraineté stratégique qui ne se réduise pas à la multiplication des partenariats. Le deuxième sujet, le dossier du Sahara, la position diplomatique de l'Algérie en Europe. Alors que l'Europe adopte une posture de soutien de plus en plus claire à la souveraineté du Maroc considérant l'initiative d'autonomie comme la solution idoine pour clore le différend régional, l'Algérie persiste, à travers sa diplomatie, à vouloir inscrire le dossier du Sahara à l'agenda de ses rencontres avec les pays européens. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a ainsi profité de ses entretiens officiels avec son homologue portugais, Paulo Rangel, en visite à Alger, pour aborder la question du Sahara. Cette démarche survient alors même qu'officiellement, Alger refuse de se considérer comme partie prenante au conflit et rejette tout retour à la table des négociations, contrairement aux demandes répétées des résolutions de l'ONU. Ce double jeu d'Alger, qui refuse d'admettre son statut de véritable partie prenante dans un différend qu'elle a fomenté via un proxy, apparaît de plus en plus illisible. Cette stratégie semble relever d'une tentative désespérée face à la dynamique internationale irréversible sur ce dossier. Le Portugal, que l'Algérie tente visiblement de rallier à sa cause, a déjà tranché. En juillet 2025, Lisbonne a rejoint le concert des capitales européennes soutenant le plan marocain. À l'issue d'une rencontre à Lisbonne avec son homologue Nasser Bourita, le ministre portugais avait déclaré que la proposition d'autonomie sous souveraineté marocaine est considérée par le Portugal comme la base, la plus sérieuse, crédible et constructive pour parvenir à une solution. Dès lors, l'initiative algérienne paraît dénuée de sens pour un pays qui clame n'avoir aucune prétention territoriale sur ce territoire. Logiquement, lors de cette réunion destinée à commémorer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, Ahmed Attaf et Paulo Rangel auraient dû se concentrer exclusivement sur les sujets bilatéraux. Selon le ministère algérien des Affaires étrangères, si les discussions ont effectivement porté sur la coopération politique et économique et la préparation de la commission mixte de haut niveau, elles ont également donné lieu à un échange de vues sur des questions régionales, incluant la situation au Sahel,
la Palestine et le Sahara. Pour de nombreux observateurs, l'inscription forcée du dossier du Sahara à l'ordre du jour, sans qu'aucune inflexion de la position portugaise ne soit annoncée, s'apparente à une manœuvre infructueuse d'Alger pour inciter Lisbonne à revoir son soutien au Maroc. Le Portugal ne fait que suivre une dynamique lourde. Pas plus tard que l'été dernier, le Royaume-Uni, membre permanent du Conseil de sécurité, apportait son soutien au plan marocain, qualifié de bas, la plus crédible, viable et pragmatique par le chef de la diplomatie britannique, David Lammy, lors de sa visite à Rabat. Ces prises de position succèdent à celles, déterminantes, de la France et de l'Espagne, l'ancienne puissance coloniale, qui a reconnu implicitement la souveraineté du Maroc. Plus récemment, l'Union européenne a marqué un tournant historique via une déclaration commune signée par la haute représentante Kaja Kallas et Nasser Bourita, qualifiant l'autonomie de solution parmi les plus applicables, scellant ainsi une position unifiée des 27 États membres. Dans ce contexte, l'insistance algérienne paraît ubuesque. Elle trahit un besoin flagrant de s'immiscer dans un dossier où elle prétend pourtant ne jouer aucun rôle. Ces initiatives soulèvent des interrogations légitimes sur les véritables desseins d'Alger, qui cherche manifestement à faire contrepoids à l'élan de soutien international envers le Maroc. La diplomatie algérienne semble accumuler les revers sans tirer de leçons pression ratées sur l'Espagne, bras de fer coûteux avec la France impactant sa propre économie et sa diaspora, et déconvenues médiatiques. On retiendra notamment les déclarations récentes du président libanais Joseph Aoun qui, depuis Alger, a salué avec insistance le rôle historique du Maroc en soutien au Liban, tout en envoyant un message clair de non-ingérence dans les affaires intérieures des États arabes frères. Infligeant un camouflet diplomatique à ses hôtes. Le dernier sujet, les relations militaires Algérie-USA, l'achat d'avions russes et ses enjeux. L'administration américaine pourrait imposer des sanctions à l'Algérie en raison de l'acquisition d'avions de combat russes. Cela a été confirmé le mardi 3 février 2026 par Robert Palladino, chef du Bureau des Affaires du Proche-Orient au département d'État, lors d'une audition devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Nous avons également vu ces informations dans les médias, et elles sont préoccupantes, a-t-il affirmé devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain, interrogé sur la possibilité de sanctionner Alger pour sa décision d'acheter des chasseurs russes. Selon lui, le département d'État reste déterminé à appliquer la loi américaine Countering America's Adversaries Through Sanction Act CAATSA, précisant que des transactions de ce type pourraient déclencher une procédure de sanction. C'est un dossier que nous suivrons de très près, a-t-il ajouté, laissant entendre qu'une discussion plus détaillée pourrait avoir lieu à huis clos avec les sénateurs. Interrogé sur les mesures prises par Washington pour dissuader l'Algérie d'acquérir du matériel militaire russe, Palladino a expliqué: nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement algérien sur les sujets où nous avons des intérêts communs. Nous ne sommes pas d'accord sur tout, et cette question en est un exemple. Il a précisé que les États-Unis utilisent les leviers dont ils disposent, souvent en privé, pour défendre leurs intérêts et mettre fin à des comportements jugés inacceptables. Notons qu'en février 2025, l'Algérie avait confirmé l'achat de chasseurs russes Su-57e, devenant le premier pays à acquérir ce modèle. L'armée de l'air algérienne exploite déjà plusieurs types d'avions de combat fabriqués en Russie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser votre avis en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle analyse.